Allez, pensez juste une seconde à la dernière compétence que vous avez apprise. Mais vraiment apprise, hein. Changer une prise électrique, réussir une recette un peu compliquée, ou peut-être même les bases du code. Il y a de grandes chances que la réponse ne soit pas dans un bouquin, mais plutôt dans une vidéo YouTube. Alors oui, on accuse souvent les réseaux sociaux de tous les maux, mais on va voir ensemble comment, plus discrètement, ils sont devenus l'une des plus grandes salles de classe du monde. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut regarder ce chiffre, 90%. C'est la part des 12-18 ans qui utilisent les réseaux sociaux tous les jours. Pour se donner une idée, c'est beaucoup, beaucoup plus que le temps passé devant la télé traditionnelle, qui a pourtant été le média roi pendant des décennies. En fait, ce n'est plus juste une activité, c'est carrément un environnement dans lequel on vit. Du coup, la question, elle est inévitable. Est-ce que ces plateformes sont juste des sables mouvants pour notre attention, conçues pour nous faire scroller à l'infini, ou est-ce qu'elles sont, au contraire, la plus grande bibliothèque participative jamais créée, une sorte de révolution silencieuse où le seul ticket d'entrée, c'est la curiosité? Pour répondre à ça, il faut d'abord se sortir de la tête l'image de l'autodidacte d'autrefois, celui qui était seul avec ses livres. L'idée clé aujourd'hui, c'est que la personne qui apprend est au centre d'un réseau. Pensez-y, on peut trouver un mentor à l'autre bout du monde, avoir une réponse technique à 2 heures du matin, ou même se lancer dans un projet avec des passionnés qu'on n'a jamais vus. Et oui, cette connexion, c'est la nouvelle normalité. Que ce soit sur des serveurs Discord pour apprendre le japonais ou dans des groupes Facebook où des milliers de jardiniers s'échangent des astuces, eh bien l'isolement de celui qui apprend, c'est presque un lointain souvenir. En fait, apprendre, c'est devenu un sport d'équipe. Prenons un exemple tout simple. Apprendre le ukulélé sur YouTube. C'est souvent un parcours en 3 temps. D'abord, il y a l'étincelle. On voit une performance qui nous inspire. Ensuite, c'est la pratique, les heures de tuto. On peut presque entendre les premières notes qui galèrent, sentir la petite frustration quand les doigts se trompent d'accord. Et puis, enfin, la joie quand la première mélodie sort correctement. Et la dernière étape, c'est le partage, où l'élève devient à son tour un peu le prof. Et attention, ce parcours, il n'est pas théorique, hein, il est bien réel. Regardez ce commentaire. Les mots sont importants ici. Décider, me lancer. Ce n'est pas juste un petit merci. Non, c'est la trace écrite d'un vrai déclic, une décision qui est prise, un engagement. Et tout ça à cause d'une simple vidéo de quelques minutes. Ce qui est un peu magique là-dedans, c'est le rôle de la communauté. Elle motive, oui, mais comment? Par des commentaires du genre « lâche rien, j'ai galéré au même endroit », par des défis que le groupe se lance, ou simplement, en voyant les autres progresser, ça donne envie de continuer. L'effort reste individuel, mais il est porté par une énergie collective. Mais en fait, ce qui est peut-être le plus fascinant dans tout ça, ce n'est pas seulement d'apprendre à jouer de l'instrument. C'est tout ce qu'on apprend à côté, souvent sans même y penser. On peut dire que le voyage est aussi important que la destination. Là, l'apprentissage devient un acte de création. On passe de simples consommateurs de contenu à producteurs, en filmant ses progrès pour les partager, en créant un petit site pour mettre ses tablatures, en participant aux discussions. On apprend en faisant, en partageant et en créant. Et ça se traduit par des compétences hyper concrètes et très recherchées. Imaginez un peu. Pour documenter son parcours, on peut devenir un pro du montage vidéo. On apprend à collaborer à distance avec d'autres musiciens. C'est un vrai terrain d'entraînement pour les compétences du XXIe siècle, que ce soit au niveau pro ou perso. Ce schéma illustre parfaitement cette nouvelle réalité. On y voit un MOOC, c'est un cours en ligne ouvert à tous, comme sur Coursera par exemple, mais ce qu'il montre surtout, c'est que même ces cours sont en fait connectés à un écosystème bien plus large. Des forums, des wikis, des blogs. Apprendre, ce n'est plus une autoroute toute tracée, c'est une carte qu'il faut explorer soi-même. Ok, donc cette abondance, c'est une chance incroyable. C'est une sorte de jungle luxuriante pleine de trésors à découvrir. Mais comme n'importe quel explorateur qui s'aventure en terrain connu, pour ne pas se perdre, il faut une boussole. Et aujourd'hui, cette boussole, c'est l'esprit critique. Le problème, c'est que sur Internet, le meilleur tuto du monde peut se trouver juste à côté de la pire des fake news. La curiosité, c'est bien, mais ça ne suffit plus. Elle doit être accompagnée d'une compétence d'enquêteur. Il faut se poser constamment les bonnes questions. Qui est-ce qui parle? Depuis quelle position? Est-ce que ce que cette personne dit est vérifiable ailleurs? Pour bien naviguer, il faut savoir faire la différence entre 2 types de savoir. Prenons la nutrition, par exemple. D'un côté, il y a une étude scientifique validée par des experts. De l'autre, le témoignage d'un influenceur sur son régime qui, lui, est validé par les likes de sa communauté. Les deux peuvent exister, bien sûr, mais il est crucial de comprendre qu'ils n'obéissent pas du tout aux mêmes règles de validation. Et c'est exactement ça, la littératie numérique. Oubliez le mot un peu compliqué. En clair, c'est l'art de ne pas se faire avoir sur Internet. C'est développer une sorte de 6e sens pour repérer les fausses infos, pour comprendre les intentions derrière un contenu et, au final, pour utiliser le web de manière vraiment intelligente. Donc oui, le potentiel est immense, mais il faut être clair. Les risques, eux, sont bien réels.
La clé, ce n'est ni de tout accepter en bloc, ni de tout rejeter en bloc. La clé, c'est le discernement. Bien sûr, il ne faut pas être naïf. Les dangers sont documentés. Les designs faits pour nous rendre accros, l'impact sur la santé mentale, la désinformation. Mais ces risques ne sont pas une fatalité. En fait, ils nous rappellent surtout l'importance d'une utilisation active et consciente. Choisir qui on suit, se fixer des limites et surtout savoir quand déconnecter. Au fond, ces plateformes, c'est un peu comme un couteau suisse numérique. C'est un outil formidable qui peut servir à construire, à réparer, à créer, mais c'est aussi un outil qui, mal utilisé, peut blesser. L'outil n'est pas neutre, bien sûr, mais l'intention et la compétence de celui qui l'utilise, ça, c'est déterminant. Finalement, tout repose sur une sorte de danse permanente entre deux partenaires. D'un côté, une curiosité d'explorateur, ouverte et sans limite, et de l'autre, la prudence d'un détective, qui vérifie et qui questionne. Pour le dire simplement, il faut explorer sans crainte, mais questionner sans cesse. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas de choisir entre la salle de classe et l'écran. Non, la question la plus intéressante, c'est plutôt « et si on partait d'une feuille blanche ? Elle ressemblerait à quoi à l'école de nos rêves ? Une école qui saurait enfin combiner la puissance du collectif en ligne et la richesse irremplaçable de l'interaction humaine. Le chantier ne fait que commencer.